Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 4FEM dédié à la simulation numérique appliquée au domaine structurel, mécanique. Donc, l'objectif ici, ça va être de vous présenter les possibilités qu'offre le logiciel ANSYS pour réaliser des études structurelles. Puis j'espère que vous allez pouvoir identifier des cas d'application qui correspondent à vos besoins. Je vais, avant toute chose, avant de commencer, vous présenter un petit peu d'abord l'interface Teams à travers lequel se déroule le webinaire. Donc vous avez la possibilité de poser des questions. Je vais essayer d'y répondre autant que possible en direct. Sinon, je vais garder un temps à la fin de la séance pour y répondre. Et c'est un événement qui est enregistré, ce qui vous permet aussi de bouger un petit peu le curseur, de revenir en arrière, par exemple, si vous avez loupé le début, ou si vous devez vous absenter quelques minutes, d'appuyer sur pause et de reprendre ensuite le cours de l'événement. Donc c'est parti pour la présentation. Je vais avoir une petite introduction à propos du logiciel ANSYS et de 4FEM et ensuite on va se lancer dans le vif du sujet. On va essayer voilà, d'évoquer toutes ces possibilités-là, tous ces cas d'application, que ce soit de la statique, de la dynamique, des vis, des soudures, etc. Et puis j'espère que vous allez pouvoir découvrir plein de choses là-dessus. Alors tout d'abord, je parle d'ANSYS. ANSYS, c'est quoi? C'est le nom du logiciel pour ceux qui ne sont pas utilisateurs. C'est le même nom aussi que l'entreprise qui développe ce logiciel-là, une entreprise américaine. C'est le leader sur le marché en simulation numérique. C'est un logiciel qui est mature, éprouvé. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il existe. Il est utilisé quotidiennement dans de nombreuses industries sur plusieurs continents. Et quand je dis on, c'est qui? C'est 4FEM. Nous, on est une entreprise qui distribue des solutions en simulation numérique et notamment qui distribue le logiciel ANSYS. Donc, pour notre part, on est basé, alors pour ma part en Suisse. Dans la partie francophone, on est en Suisse, en France, en Tunisie aussi, et on est extrêmement présent en Allemagne, en Autriche, et puis dans d'autres pays comme indiqué sur la carte. Donc on est une entreprise internationale qui utilise aussi le logiciel dans de nombreuses industries avec des cas divers et variés. Donc pourquoi est-ce qu'il y a 4FEM pour distribuer ANSYS? Pourquoi pas uniquement l'entreprise ANSYS elle-même? Notre vocation, c'est vraiment de démocratiser la simulation et de travailler au plus proche de nos clients. Donc on se place entre l'utilisateur final, donc nos clients, et le développeur logiciel. On essaye vraiment de comprendre les besoins de nos clients. C'est pour ça qu'on a une démarche de proximité et on essaye de répondre à ces besoins-là à travers plusieurs formats. Ça peut être par exemple des formations. Donc on essaye de transmettre vraiment toute notre compétence sur les domaines dédiés ou spécifiques sur lesquels vous nous sollicitez. On assure aussi ce qui s'appelle le support technique. Quand vous êtes utilisateur d'ANSYS, vous avez accès à ce qui s'appelle le support. C'est-à-dire que si vous essayez de faire quelque chose, vous n'y arrivez pas, vous avez un problème informatique, vous vous posez des questions sur certaines options, ou fonctionnalités du logiciel. Si vous vous sentez bloqué, entre guillemets, en fait, vous n'êtes pas bloqué. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse email pour le support et vous nous appelez du lundi au vendredi pour nous poser vos questions. Et on essaye de répondre aussi rapidement que possible dans la demi-journée, si possible immédiatement. On a un objectif, on va dire, dans les 2 heures maximum, dans les 4 heures. Et puis ensuite, le troisième format standard, c'est le consulting. Si vous avez une problématique pour lesquelles vous n'avez pas de ressources, des ressources humaines ou des ressources temps, ou tout simplement pas les compétences, on peut réaliser le calcul pour vous et on vous donne bien, le rapport, les informations, les résultats. Puis si vous êtes utilisateur ANSYS, on vous donne aussi le modèle. Comme ça, vous pouvez le reprendre et l'utiliser pour d'autres variantes. Donc voilà un petit peu pour la présentation ANSYS 4FEM. Donc au niveau d'ANSYS, j'aimerais juste spécifier le fait que c'est pas uniquement du structurel, on va parler que de ça aujourd'hui. C'est un outil qui est multiphysique, on peut réaliser de la mécanique des fluides, de l'électromagnétisme, de l'optique, et j'en passe. Et l'objectif, c'est derrière, quand on a des systèmes qui sont multiphysiques, de pouvoir lier ces différentes physiques entre elles. Faire le choix d'ANSYS, c'est aussi faire le choix de la durabilité. C'est une entreprise qui investit une grosse partie de ses revenus dans déjà l'amélioration de l'existant, mais aussi dans l'acquisition d'algorithmes supplémentaires ou de solutions complémentaires
ou directement même d'entreprises qui ont développé des solutions complémentaires, comme par exemple il y a quelques années avec l'acquisition de LS Dyna, pour ceux qui connaissent, où Ansys a carrément acquis l'entreprise LSTC. Donc il y a vraiment une volonté d'être sur chacune des physiques, chacun des cas d'application au top, en ayant la meilleure solution sur le marché, quitte à l'acquérir si elle n'a pas été développée par Ansys elle-même. Donc la simulation numérique, pour ceux qui sont pas utilisateurs, se posent des questions là-dessus, j'ai ici une petite vidéo qui est en montage pour présenter la logique derrière. Donc la simulation numérique, c'est quoi? J'ai un produit ici en porte-manteau et on va essayer de regarder à travers la matière. Là, c'était les contraintes qui étaient montrées pour comprendre la sollicitation de la matière. Ensuite, le logiciel peut nous proposer d'autres géométries. Ici, une géométrie qui va être plus rigide tout en étant plus légère. Et a priori, les contraintes devraient être aussi plus faibles, comme on le voit ici, on ne voit pas de rouge, c'est-à-dire que la matière est moins sollicitée, tout simplement parce que la charge est mieux répartie que sur la géométrie initiale. Donc ça, c'est vraiment la philosophie. C'est un montage, hein, malheureusement, on ne peut pas faire ça avec le téléphone, ça serait super. Mais en tout cas, ça se passe toujours comme ça, la simulation. On prend une pièce et on va essayer d'appliquer les lois de la physique et en ressortir des valeurs rationnelles, chiffrées, de ces phénomènes physiques. On va pouvoir mesurer des déformations, des champs de contraintes. On va pouvoir en tirer des facteurs de sécurité, comparer des variantes entre elles. C'est ça l'idée derrière. Donc pourquoi est-ce qu'on simule une fois qu'on a compris cette philosophie-là? Alors il y a plusieurs aspects. Le premier, des fois on n'a pas le choix, hein. Quand on travaille dans certains domaines, c'est normé. Les normes demandent à ce qu'on réalise certains calculs. Donc on va utiliser la simulation numérique pour cela. De manière générale, c'est pour améliorer la performance du produit. On va pouvoir mieux comprendre les phénomènes physiques puisqu'on les modélise. On va pouvoir réaliser aussi un grand nombre de variantes de manière à optimiser bien la technologie actuellement mise en place ou à innover et avoir une idée que l'on peut tester en s'affranchissant des problématiques de fabrication. J'ai une idée, je ne sais pas comment ça se fabrique, c'est pas grave, je peux quand même le tester avec la simulation numérique. Au-delà de la performance, c'est aussi une question de fiabilité. Peut-être qu'au nominal, tout se passe bien, on a un système qui est extrêmement performant, mais il faut aussi être prêt à considérer toutes les tolérances géométriques, les variations de propriétés matière, les variations dans le temps, l'usure, la relaxation de contraintes, pour faire en sorte que notre produit fonctionne bien pour toutes les pièces fabriquées, mais aussi fonctionne demain, dans 2 ans ou dans 5 ans. Donc, par simulation numérique, on va pouvoir changer plusieurs paramètres, propriétés matériaux par exemple, et s'assurer de la robustesse du système. Il faut que le cahier des charges soit rempli, même à travers ces variations-là. Enfin, c'est bien d'avoir un produit qui soit extrêmement performant, mais il faut aussi que l'entreprise derrière elle soit rentable. Et puis l'idée, c'est que par la simulation numérique, on va pouvoir déjà mettre sur le marché notre produit de manière beaucoup plus rapide, car quand on veut faire 10 ou 20 itérations par simulation numérique, on peut même l'automatiser, ça peut tourner la nuit, ça peut tourner le week-end. Alors que si on doit le faire de manière pragmatique avec des tests physiques, il va falloir acquérir la matière, la transformer, assembler, puis mesurer, et on repart ensuite pour le prochain test. De la même manière, on va pouvoir économiser tout ce qui est coût matière, coût d'assemblage, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un produit qui est plus performant par la simulation numérique, mais qui aura, in fine, pris moins de temps et généré moins de coûts financiers pour l'entreprise. Donc, dans les cas d'application que nous allons traiter aujourd'hui, on va parler de plusieurs cas d'application statique, parce que souvent c'est la base dans les études structurelles. Puis on va aller gentiment vers quelque chose de plus dynamique, pardon. On va évoquer la dynamique dite linéaire, ou tout ce qui est vibratoire en fait. Puis ensuite la dynamique non linéaire, des chocs par exemple, des crashs, etc. On va parler de fabrication additive, on va parler de matériaux, de paramétrisation ou d'optimisation, comment lier toutes ces choses-là pour aller vers un système plus performant. Et enfin, on va sortir un petit peu de la partie purement structurelle et de regarder les couplages toujours entre la structure, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais vers les autres physiques aussi. Je me lance pour la partie statique.
Donc la partie statique, souvent ce que l'on va faire, c'est on va appliquer des déformations et obtenir des forces et des contraintes, ou appliquer des forces et obtenir des contraintes et des déplacements. Donc je peux peut-être en profiter aussi pour présenter le logiciel, à quoi ça ressemble. Donc le logiciel ANSYS, d'un point de vue calcul structurel au sens très large du terme, ça ressemble à ça. On a ici une arborescence sur la gauche, toute une série d'options sur le dessus, des outils qui nous permettent de retrouver les boutons quand on ne les connaît pas, par exemple. Si je veux savoir où est-ce que j'ai mes unités, je peux aller ici, il va m'amener où est-ce qu'elles sont. C'est quelque chose qui est censé être assez didactique. Et puis on va importer notre géométrie, définir les différents cas de charge, comme une pression par exemple, ou un déplacement, et obtenir comme résultat les différentes déformations ou contraintes ou forces qui sont nécessaires pour déplacer les différents composants. Ici, c'est une section d'une montre. On va avoir le saphir sur le dessus, la boîte à proprement parler, le fond, et ensuite deux joints. Un joint dur sur le dessus qui va assurer l'étanchéité entre le saphir et la boîte, et un joint souple en dessous entre le fond et ce qu'on appelle la carrure, donc la partie principale de la boîte. Donc au niveau des calculs qu'on peut faire en analyse structurelle, c'est déjà tout ce qui est assemblage. Là, l'exemple est horloger, on peut assembler ce qu'on l'on souhaite, ça peut être un boîtier électronique, ce que vous souhaitez. L'idée, on va dépasser les différents composants pour représenter ce que l'on fait dans la réalité, à savoir je clipse, si vous le souhaitez, j'assemble, je chasse, et je vais regarder comment les joints vont venir se déformer, et je vais appliquer dans un second temps la pression, comme si je mettais ma montre sous l'eau, je pars plonger par exemple, et on va regarder le comportement, notamment ici de ce joint souple, sous la pression de l'eau. Donc là, sous la pression de l'eau, le joint va venir se plaquer sur la rainure intérieure. On va avoir le fond ici qui va bomber à cause de la pression. Ici, on est avec 1 mégapascal de pression, donc 10 bars, 100 mètres de profondeur, et ça va nous permettre de valider ou invalider le système. Ensuite, on sort de l'eau, et on va pouvoir regarder est-ce qu'on n'aurait pas des déformations résiduelles. En tout cas, ici, les contraintes semblent l'indiquer. On va pouvoir mesurer ces déformations résiduelles. On va pouvoir mesurer les forces de réaction, combien j'avais besoin de pousser sur le saphir pour pouvoir assembler, pour pouvoir clipser. Donc, à partir du moment où la simulation est réalisée, je connais tout du système. Je connais la contrainte en tous les points. Je connais, si j'ai appliqué un déplacement, la force. Si j'ai appliqué une force, le déplacement résultant. Donc, on a vraiment la connaissance complète du système. Si je veux étudier aussi tout ce qui va être étanchéité, je vais pouvoir regarder par exemple tout ce qui est pression de contact au niveau du joint dur, au niveau du joint souple ici. On va voir que quand on est sous l'eau, on a une pression aussi de 1,5 mégapascal. Donc on a pratiquement 50% de marge en termes d'étanchéité. Puis on peut regarder, l'eau a pénétré uniquement jusqu'ici, elle n'est pas allée plus loin. J'ai pas d'eau, c'est pour ça que j'ai 0 bar, 0 mégapascal d'eau ici. Donc on peut valider par exemple la construction. Et si je veux faire une variante, modifier la géométrie, modifier une pression, j'ai plus qu'à importer ma nouvelle géométrie, tout va se remettre à jour, je vais juste cliquer sur Solve et je vais obtenir le résultat. Ici, c'est un calcul qui a été réalisé en moins d'1 minute sur un laptop. Donc, c'est des calculs qui peuvent paraître complexes par le nombre de composants, par les différents composants aussi en jeu. On a un fond qui peut plastifier, on a des matériaux très souples, on va utiliser des lois hyper élastiques, je vais en parler après. Mais on est sur des temps de calcul pourtant extrêmement réduits. Donc c'est ça la simulation numérique pour les cas les plus généraux, déformer des pièces, assembler, et on va ressortir donc les valeurs que je viens de citer. L'idée, c'est de faire d'abord ces tests d'un point de vue numérique. Une fois qu'on a validé le concept, alors on va partir sur la validation par une mesure finale. Et on aura un seul test, un seul prototype physique, plutôt que d'en avoir une dizaine. Et on aura économisé donc la différence entre les deux en termes de coût et en termes de temps. J'ai parlé déjà d'étanchéité. L'étanchéité, on peut y travailler dessus sur tout type de joint, quelle que soit la forme, quel que soit le matériau. Aussi, si vous avez des carters avec ici des joints extrêmement fins entre partie supérieure et partie inférieure, on a toute une série de fonctionnalités qui permet en plus de traiter ces joints-là de manière précise tout en étant extrêmement rapide, sans avoir à modéliser toute l'épaisseur ou importer toute la géométrie. On va pouvoir modéliser des choses assez complexes, notamment le comportement en compression de ces joints-là, qui peuvent avoir des comportements
quand on trace les caractéristiques qui ressemblent à une hystérèse. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez bien connues, sur lesquelles il y a toute une série de fonctionnalités et aussi de notre part de formations prêtes à emploi là-dessus. Donc au-delà de l'assemblage et des joints, il y a aussi tout ce qui est question de pression de contact, notamment d'usure. On va utiliser peut-être ça derrière pour un calcul d'usure. Donc les pressions de contact, on peut tout simplement mailler très finement au niveau par exemple de denture et regarder les pressions de contact. On a la possibilité à travers du logiciel de réaliser ce qu'on appelle des sous-modèles. À savoir, on va réaliser un modèle complet avec un maillage relativement grossier. Et ensuite, on va découper la géométrie et importer les résultats du modèle macroscopique. Sur cette section de géométrie, on va imposer les déplacements du gros modèle et ça va nous permettre de se focaliser uniquement sur un petit endroit de la géométrie, importer les déplacements de ce qu'on a calculé avec le modèle grossier et être extrêmement fin en termes de maillage sur une géométrie réduite. C'est la meilleure des choses qu'on peut faire si on veut être extrêmement rapide sur la détermination de contraintes à certains endroits, sur des endroits très fins par rapport à des géométries très larges. Et on peut faire autant de sous-modèles que désiré. Si on veut mettre en place ensuite une loi d'usure, on peut. On a de manière standard la loi d'Archar ici définie qui est disponible. Donc c'est un taux d'usure qui est proportionnel bien à la rigidité qui dépend de la rigidité du système, des vitesses relatives, des pressions de contact bien entendu. Mais si on a une autre loi d'usure que l'on souhaite utiliser, on a possibilité de le créer aussi. On peut juste générer un script, ce sera du Fortran, qui va venir mettre en place cela et communiquer avec le logiciel, avec le solver. En termes d'usure, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a un joint à lèvres auquel on va avoir ici une pression assez élevée parce que le contact se fait de manière quasi linéique au début. Et ensuite, avec l'usure, le contact se fait sur une surface de plus en plus grande et donc la pression va se réduire jusqu'à stabilisation et on pourra dire que le système est rodé. Donc quand on a des structures très grandes, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi pour avoir des calculs, très précis, mais à la fois de manière très rapide. C'est d'utiliser, eh bien des éléments, de type par exemple, surface moyenne. Au lieu d'importer tout ce qui va être, ici nervure d'un point de vue 3D, on a toute une série d'outils pour le générer de manière, quasi automatisée, les plans moyens. Donc, on va attribuer une épaisseur, ça s'attribue d'ailleurs automatiquement sur la base de la géométrie initiale, mais l'épaisseur et donc le comportement dans l'épaisseur sera géré par tout simplement, les lois de la physique. On connaît, les lois sur une poutre en flexion, par exemple, et donc le logiciel pourra extrapoler ce qui se passe en traction d'un côté, en compression de l'autre, mais au niveau du modèle en soi, on a uniquement la surface moyenne. Au niveau des attaches, on va pouvoir partager les nœuds plutôt que d'avoir à créer des contacts par soi-même. On appelle ça du partage de topologie, ça peut être aussi automatisé. Et si on a des éléments poutres, on va pouvoir créer ici uniquement la ligne moyenne, lui attribuer la section et lancer nos calculs comme ça. L'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide et en plus, c'est extrêmement flexible. Si un jour vous voulez changer votre section de poutre, vous n'avez pas besoin d'importer de nouvelles géométries. Vous avez déjà la fibre centrale qui a été dessinée. Vous n'avez plus qu'à dire, bien, mon profilé est maintenant de forme I ou il est maintenant de forme H et vous regardez le nouveau comportement du système. Une fois que tous ces calculs sont faits, qu'on dispose des contraintes, la question qui se pose souvent, c'est très bien, je connais ma contrainte, ça tient, mais pour combien de temps? Quelle est ma durée de vie? On peut être dans la zone élastique et puis rencontrer des problématiques de fatigue. Donc pour cela, il y en a des fonctionnalités, certaines directement intégrées de manière standard, d'autres qui viennent se greffer dessus, mais qui pourront permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de la fatigue. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déterminer un nombre de cycles, mais c'est aussi pouvoir réaliser des calculs de dommages pour des chargements qui vont être non réguliers. Vous pouvez même donner une mesure en entrée de la variation de sollicitation de votre système et ANSYS tout seul va essayer de déterminer qu'est-ce qui est une valeur moyenne, qu'est-ce qui est une valeur alternée et va pouvoir calculer sur la base de ce calcul-là la durée de vie de votre système.
Donc ça, c'est un outil vraiment de post-processing. Une fois que le calcul est réalisé, on réalise ensuite l'étude en fatigue. Ça se fait de manière relativement simple. Ça va uniquement regarder les caractéristiques matériaux, nombre de cycles en fonction des contraintes. Et donc, le logiciel va tout simplement se promener sur cette courbe-là pour nous donner le résultat. Si on veut aller plus loin, la question, c'est pas quand est-ce que je vais rompre ou quand est-ce que je vais initier ma première fissure, mais c'est de dire j'ai déjà une fissure et j'en ai pour combien de temps avant la rupture? Comment est-ce que ma fissure va se propager? Il a aussi toute une série de fonctionnalités qui sont disponibles. Donc on commence avec une fissure qui est modélisée dans le système et on va regarder comment elle se propage. Et vous voyez d'ailleurs le maillage qui va suivre toujours les endroits les plus critiques, à savoir la zone de propagation de la fissure, pour avoir réellement les bonnes contraintes, notamment prendre en considération tout ce qui est partie traction, c'est ça qui va amener la propagation de la fissure. Et ça va vous permettre de conclure sur le nombre de cycles ou le temps qui reste avant rupture du système. On a parlé ici de ces structures-là, sans évoquer les vis. Donc dès qu'on va avoir des vis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut importer déjà la vis elle-même, regarder ce qui va se passer lors de la précontrainte, par exemple. On peut aussi simplifier ces vis par ce qu'on appelle des éléments poutres, comme ce que j'ai évoqué précédemment, ce qui va permettre d'avoir en général une précision qui est similaire, tout en étant beaucoup plus rapide sur les temps de calcul. Donc, on a un outil d'ailleurs que CADFEM a développé pour l'évaluation des vis, qui permet justement d'être à la fois extrêmement précis et à la fois extrêmement rapide. Donc, cette extension se greffe directement sur ANSYS et va être liée à Keysoft. Si vous utilisez notamment des géométries qui proviennent de Keysoft, c'est extrêmement pratique, mais aussi sur les recommandations de la VDI 2230. Donc vous allez comme ça réutiliser directement des valeurs de précontraintes conseillées, des valeurs aussi de tassement éventuel qui peut se passer au niveau de la tête de vis, parce qu'au-delà des risques en rupture, vous allez pouvoir aussi évaluer le risque de dévissage du système. Donc là, vous utilisez toute la base de données aussi de la norme VDI 2230 pour pouvoir aller plus loin dans les études et pas uniquement rester sur la valeur de contrainte maximale à un endroit, mais de vraiment avoir une vue d'ensemble sur la vis avec notamment le dévissage. Maintenant, si vous avez des soudures, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Alors, on peut représenter la soudure en 3D et puis c'est une analyse standard. Mais si on a des structures mécano-soudées extrêmement conséquentes, c'est très souvent laborieux de travailler de cette manière-là. Donc, on a des fonctionnalités qui permettent tout simplement de n'importer que vos longerons, vos nervures. Et ensuite, c'est grâce aux fonctionnalités ANSYS que l'on va pouvoir sélectionner le type de soudure qui a été ici mise en place. Donc nous, on se base sur la base de données FKM. On a plusieurs classes à indiquer. Est-ce que c'est une soudure qui est pénétrante ou non pénétrante, etc. Et le logiciel va regarder les différents efforts pour en tirer des valeurs de durée de vie pour la fatigue et des valeurs de contrainte pour l'étude en sollicitation, souvent avec des coefficients de sécurité qui proviennent de la norme. Et cela de manière extrêmement rapide. Ensuite, au niveau des structures, une question qui se pose souvent, c'est est-ce que je risque de rencontrer une problématique de flambage? Donc, il y a une possibilité de déterminer les différents modes de flambage et d'avoir la valeur de charge associée à chacun des modes. Donc là, par exemple, on pourrait voir ici un facteur. Si j'avais mis par exemple une charge en entrée de 1 Newton, ça veut dire qu'après 55 756 newtons, je vais avoir le premier mode de flambage. Une fois que j'aurai mis bien ce coefficient fois 1 Newton, je vais avoir mon troisième mode de flambage. Et je vais pouvoir visualiser à l'écran quels sont les différents modes de flambage. Si vous souhaitez avoir une
étude beaucoup plus précise du seuil de flambage et du comportement lors du flambage, c'est possible aussi. On va tout simplement mettre en place soit une force ou idéalement un déplacement et on va faire flamber la structure et on va regarder comment elle se comporte. Le logiciel n'a pas de souci pour prendre en compte le fait que la rigidité du système va évoluer dans le temps. Plus on va déformer la pièce, bien d'un point de vue géométrique, peut-être même d'un point de vue matériau avec la plasticité, la rigidité de notre poutre ici va changer. Ceci est pris en compte par le logiciel. Autre phénomène physique, le fluage ou la relaxation de contrainte. Quand vous avez un système qui est précontraint dans le temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va voir la contrainte qu'il perçoit se réduire à travers le temps, car la matière va se relâcher. On aura à terme aussi une déformation résiduelle si on enlève la charge sur notre système. On avait fait d'ailleurs une analyse où il y avait eu des mesures qui avaient été faites sur une éprouvette. Entre 0 jours et 180 jours, vous voyez ici la différence qui a été remodélisée avec le logiciel ANSYS et réutilisée plus tard sur le même matériau mais une géométrie complètement différente et qui permettait de reproduire en quelques secondes la perte de couple de ce système-là après 2 semaines. Le fluage, il est notamment important pour tout matériau qui va être soumis, si c'est un métal, à une grande température. Donc on va être sur plusieurs centaines de degrés, donc notamment dès que vous avez des moteurs, si vous avez des turbines. Dès que ça va chauffer, ça va avoir tendance à fluer beaucoup plus vite. Si vous avez des matériaux de type élastomère, là dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de la température. Un élastomère, il va forcément se relâcher dans le temps. Donc vous pouvez être étanche aujourd'hui, si on reprend l'exemple de l'étanchéité, et puis ne plus être étanche finalement dans 6 mois ou dans 1 an à cause de cette relaxation de contrainte. Donc on a toutes les fonctionnalités aussi pour les élastomères, aussi pour ces joints d'étanchéité au niveau des carters, pour pouvoir réaliser ce type de calcul. Alors vous allez dire, ouais c'est bien, il y a beaucoup de fonctionnalités, on parle d'élastomère, on parle de fluage, on parle d'usure, on parle de fatigue, mais tout ça il faut des données. Comment on peut faire si on n'a pas forcément ces données-là? Alors déjà, en termes de modèles, effectivement, il y a énormément de modèles matériaux qui sont disponibles. Si vous avez un matériau qui est uniquement en acier, qui va se comporter de manière, peut-être uniquement dans la zone élastique, c'est simple. Si vous voulez plastifier, il y a plein de modèles de plastification qui sont disponibles. C'est assez simple à voir lesquels utiliser de prime abord. Après, pour des choses plus complexes, effectivement, on peut prendre en compte des aspects complémentaires comme le taux de déformation dans le temps, etc. Tout ce qui est joint ou de type élastomère plutôt, on va utiliser des modèles dits hyper élastiques. Si vous avez des mousses, il y a aussi des modèles mousses. Si vous avez du béton, il y a aussi des modèles particuliers pour la compression. Relaxation de contrainte, on voit aussi les différents modèles qui sont disponibles ici. Dès qu'il y a des systèmes qui vont être visqueux, dont la déformation ou les contraintes ne sont pas les mêmes selon la vitesse à laquelle on déforme le système. Donc là, on va avoir toute une série d'outils viscoélastiques. Donc voilà, ce n'est pas les modèles qui manquent. Maintenant, il va falloir être capable de donner les inputs. Donc pour les inputs, il y en a beaucoup qui peuvent être obtenus déjà de manière simple. Il y a même des abacs qui existent, comme par exemple pour l'hyperélasticité. Vous donnez un matériau en disant c'est du 60 Shor, et puis on peut déjà sortir à travers une courbe les inputs à donner pour ce matériau, par exemple néo-hookéen. Donc il y a des choses déjà qui sont très simples. Au-delà de ça, on a notre propre base de données qui est extrêmement complète. Elle couvre à la fois les polymères et les métaux. Elle permet aussi, au-delà de la base de données, donc il y a le sens données du terme, il y a beaucoup de données, il y a même des données en fluage, c'est ce qui est indiqué ici, par exemple sur la petite vidéo qui déroule dessous. Donc voilà, on va le voir défiler progressivement. Donc il y a quand même des propriétés un petit peu non usuelles, disons, qui sont dans cette base de données-là. Mais en plus, c'est un outil qui va nous permettre d'être un outil d'aide à la sélection pour le meilleur des matériaux. On va pouvoir dire si je veux telle rigidité, telle limite élastique, qu'est-ce qui se présente à moi? Et là, on va présenter tous les différents matériaux et on va pouvoir choisir celui qui nous plaît le plus. De la même manière, dans la démarche notamment écologique, qui est de plus en plus présente, je souhaite avoir un matériau qui a les bonnes propriétés mécaniques, mais qui est écologique, qui pollue moins, on va pouvoir aussi disposer de ces informations-là. On a le nombre de kilogrammes CO2 émis
par la fabrication du matériau, par kilogramme de matériau, par exemple, qui est disponible dans la base de données. Et puis ce qui est intéressant, quand on fait ce graphe-là, ici on a tracé le prix du matériau, on a tracé ici eh bien, les émissions de CO2 équivalentes pour le matériau, puis on se rend compte que ça fait comme une ligne. C'est-à-dire que plus le matériau est cher, plus il pollue, ou inversement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'un matériau moins cher, c'est souvent un matériau qui pollue moins, qui émet moins de CO2. C'est logique, parce que s'il est moins cher, c'est parce qu'il a été moins travaillé. S'il a été moins travaillé, derrière, forcément, on a émis moins de CO2. Donc, il y a quand même un lien de cause à effet, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir que on se dit souvent que si on veut être écologique, il faut payer plus cher, et puis finalement, ce n'est pas forcément le cas. Donc, toutes les bases de données et les matériaux sont là pour vos calculs. Au-delà de ça, si vous avez des matériaux un petit peu particuliers, notamment je pense à tout ce qui va être matériaux composites, matériaux ici d'injection plastique par exemple, ou des matériaux qui vont avoir plutôt des géométries particulières, comme des nids d'abeilles, le matériau il est connu, mais comme la géométrie a un nid d'abeilles, le comportement il va être complètement différent. Et on a là aussi des fonctionnalités qui vont permettre de travailler extrêmement efficacement pour la détermination des propriétés matériaux équivalentes. Donc, si j'ai par exemple un nid d'abeille, oui, je peux importer ma géométrie nid d'abeille, ou alors tout simplement, je vais déterminer, grâce à ici, cette fonctionnalité Material Designer, les rigidités en X, en Y et en Z de mon système. Et puis ensuite, dans ANSYS, je vais travailler uniquement avec une géométrie qui est pleine, mais qui a les propriétés de mon nid d'abeille. De la même manière, si vous avez une géométrie qui est issue d'une injection plastique, il y a souvent des logiciels d'injection plastique, on le fait en général pas avec ANSYS. Je peux citer Moldflow, CADMold, etc. Donc vous avez comme information la direction principale des fibres et vous avez aussi le taux de fibres dans cette direction principale-là. Peut-être que 100% des fibres sont dans cette direction, peut-être qu'il y a uniquement 50% des fibres dans la direction principale et puis les autres un petit peu dans tous les sens. Bien, ANSYS va utiliser cette information pour être capable de reconstruire les propriétés matériaux en tout point, qui seront donc non homogènes, et qui seront aussi non isotropes, c'est-à-dire que peut-être à cet endroit-là, dans la direction des fibres, on a tel module de Young, parce que quasiment 100% des fibres sont ici, mais un petit peu plus loin, on n'a que 50% des fibres dans la direction principale, donc dans la direction principale, qui n'est même plus la même que celle au début, je vais avoir un autre module de Young. Donc ANSYS pour reconstruire vraiment en tout point les propriétés équivalentes de votre système en lisant les fichiers résultats de ces logiciels de simulation d'injection. Donc l'idée c'est que si vous avez une anisotropie, un matériau non homogène, c'est pas un souci, les fonctionnalités elles sont relativement simples à utiliser. Si vous avez des matériaux composites, là, il y a une stratégie, voilà, c'est le modèle As You Build It. L'idée, c'est de renseigner à ANSYS comment est-ce que votre matériau composite a été construit. Et donc, en donnant ces informations-là, ANSYS pourra être beaucoup plus précis sur le comportement de l'ensemble de votre matériau. On pourra même arriver au niveau du post-processing, c'est-à-dire de l'évaluation des résultats, où on pourra vous dire quelle est la couche du composite qui est la plus sollicitée dans la structure. Donc, ce n'est pas uniquement d'avoir cette vision macroscopique avec des propriétés équivalentes, mais aussi de regarder chacun des matériaux constitutifs du matériau composite ou chacune des couches élémentaires du matériau composite, comment est-elle sollicitée. Donc, vu qu'on commence à parler composite, autre type de fabrication, je fais le lien maintenant avec la fabrication additive. L'idée de la fabrication additive, c'est bon, déjà de fabriquer autrement, mais quitte à fabriquer autrement, il faut aussi savoir concevoir autrement. Si on garde les règles de conception conventionnelles, ben on n'utilise pas le potentiel de la fabrication additive. Donc l'idée principale, c'est déjà concevoir autrement. Je peux prendre un système tel que celui-ci, j'ai envie qu'il transmette et résiste à tel couple, telle force, mais j'ai pas envie qu'il soit aussi massif que ça. Bien, on a un outil qui s'appelle l'optimisation topologique qui va pouvoir déterminer au sein du matériau quels sont les éléments les plus sollicités et il va enlever les éléments qui sont très peu sollicités. Et donc, c'est le logiciel qui nous propose cette géométrie ici sur la base de la géométrie initiale. Donc ça on va pouvoir grâce à cette géométrie-là, déjà de valider qu'effectivement en termes de contraintes, etc., ça se passe comme il faut.
Et ensuite, une fois que cette géométrie proposée par ANSYS est validée, on va bien l'utiliser pour la fabrication additive. On ne va pas la fabriquer telle qu'elle. D'abord, on va réaliser une simulation de fabrication additive pour pouvoir anticiper certaines problématiques de fabrication. Quand on va fabriquer, il va y avoir des champs thermiques qui vont être présents, et quand la pièce va se refroidir, vous allez vous rendre compte qu'elle va se déformer. Si vous fabriquez la pièce que vous avez à l'écran telle qu'elle, vous allez être déçu parce qu'une fois refroidie, elle ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez à l'écran. Donc il va falloir, là où elle va avoir tendance à se réduire, augmenter un petit peu les longueurs initiales, compenser ces effets thermiques pour qu'une fois que le refroidissement est fait, eh bien, la géométrie est telle que désirée. Donc ça, c'est vraiment un cycle complet. Donc pour le redonner, on s'était amusé à faire ici un décapsuleur. On avait la géométrie initiale telle que indiquée par les différents traits. ANSYS nous propose cette géométrie finale ici. On la valide par calcul structurel. En termes de contraintes, c'était bon, ça tient le coup. Ensuite, on va simuler le procédé de fabrication. Si on voit qu'il y a des choses qui posent souci, on va adapter la géométrie pour anticiper ces problématiques-là. Puis ensuite, il n'y a plus qu'à fabriquer et à célébrer, à utiliser. Voilà. Donc au niveau de ces problématiques bien de fabrication additive, on va pouvoir bien le visualiser ici. Si vous fabriquez quelque chose qui est purement cylindrique, tel que ce qu'on avait à l'écran au début, vous allez être déçu parce qu'ici, ça fait un petit peu un angle comme ça, où ça rentre à l'intérieur et ensuite ça bombe. Donc la géométrie finale est bombée. D'où l'idée de compenser la géométrie. On va essayer de fabriquer quelque chose qui est creusé, comme ce qu'on voit là. Et comme ça va avoir tendance à bomber d'un point de vue thermique, eh bien, on aura à la fin une géométrie purement cylindrique. Donc il y a plein d'autres choses qu'on peut regarder là-dessus. Au niveau des supports, est-ce qu'ils ne vont pas rompre aussi à cause des charges, à cause de la thermique? Est-ce qu'en termes de porosité, lors du procédé de fabrication, on ne va pas avoir un mauvais état de surface? Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut anticiper par la simulation de la fabrication additive. Voilà, je vais passer maintenant à la partie dynamique. Donc on va d'abord rester sur la partie dynamique linéaire, c'est-à-dire la partie vibratoire. Donc quand j'ai une construction mécano-soudée, une machine-outil par exemple, c'est très important de pouvoir anticiper les problématiques de vibratoire. Quand il y a une machine-outil, il y a le moteur qui tourne par exemple, il y a l'outil de coupe qui tourne. Il ne faudrait pas qu'à cause de ces sollicitations-là, la machine se mette à vibrer énormément et donc on perde la précision que l'on a au niveau de la coupe. Donc, on va pouvoir déterminer toute une série de choses. Ces choses-là, elles ne sont pas forcément connues de tout le monde. Donc, j'ai un petit exemple ici pour expliquer avec des phénomènes physiques ce à quoi ça correspond. Donc, je vais prendre ici, c'est un palier flexible. Donc, il y aurait un arbre au centre. C'est un palier tel qu'on pourrait envoyer sur un satellite avec un arbre qui pourrait tourner que d'une dizaine de degrés dans une direction, une dizaine de degrés dans une autre direction. Ça pourrait être utilisé pour des capteurs optiques, par exemple. Donc l'analyse modale, elle nous permet de dire quoi? Elle nous permet de nous dire qu'à telle fréquence, on va exciter le système, par exemple ici en translation, en diagonale, c'est une translation pure, à une fréquence donnée. Maintenant, il y a un autre mode propre, associé à une autre fréquence propre. Si j'excite à une autre fréquence, le système va avoir tendance à tourner de cette manière-là, donc au niveau de l'axe. Donc comme ça, je connais ma fréquence propre au niveau de la rotation. Ça veut dire quoi? Si j'ai un arbre que je dois faire tourner de plus ou moins 10 degrés, si je le fais tourner à cette fréquence, plus 10 degrés, moins 10 degrés, plus 10 degrés, moins 10 degrés, à la fréquence qui correspond à la fréquence propre, je vais exciter mon système et mon système il va se mettre à osciller de plus en plus et je ne vais pas être capable d'assurer mes plus ou moins 10 degrés. Je vais tendre vers des amplitudes de plus en plus grandes jusqu'à peut-être rupture du système. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'éloigner de ces fréquences propres pour éviter l'excitation indésirée du système. Vous allez me dire, il faut s'éloigner, mais de combien? C'est là où on va faire ce qu'on appelle une étude harmonique. L'étude harmonique, elle nous dit, voilà, si j'excite en rotation, par exemple, je mets un couple de 1 Nm fois cosinus oméga t, ma pulsation ou ma fréquence, je vais la faire varier et je vais regarder l'amplitude finale de mon système. Il y a des amplitudes qui vont être très élevées, voire quasi infinies. En général, elles ne sont pas infinies parce que c'est l'amortissement au niveau du système, qui correspondent aux différentes fréquences propres du système. Si je suis entre les deux, quelque part ici, ça veut dire que je vais avoir une amplitude finale qui est relativement élevée, mais pas si élevée que ça. Donc je suis loin de l'influence de la fréquence propre initiale et de la fréquence propre suivante.
C'est comme ça que je peux juger un petit peu de la marge à prendre par rapport aux fréquences propres. Ensuite, on peut aller sur des études dites dynamiques et même dynamiques non linéaires. Je vais faire le lien après avec la suite. Là, c'est un système assez intéressant dans le sens où la rigidité évolue avec l'amplitude. Quand je commence à exciter mon système à une fréquence propre, l'amplitude augmente. Comme l'amplitude augmente, la rigidité de mon système change. Comme la rigidité de mon système change, la fréquence propre change aussi. Donc, je ne suis plus en train d'exciter ma fréquence propre, puisque ma fréquence propre a changé. Donc, l'amplitude va diminuer. Comme l'amplitude va diminuer, eh bien ma fréquence à laquelle j'excite correspond maintenant à la fréquence propre du système. Et donc l'amplitude se remet à augmenter. Et ça va faire toute une série de yo-yo comme ça, qu'on va être capable de prendre en considération. Donc d'un point de vue vibratoire, on peut anticiper toutes sortes de choses. Déjà des choses simples, fréquences propres, où se placer en termes d'excitation par rapport aux fréquences propres connues, et ensuite valider avec des modèles plus complexes qui prennent en compte les changements de rigidité, pour s'assurer eh bien, que tout sera effectivement fonctionnel d'un point de vue dynamique. Ce que j'ai fait ici avec un système, on va dire dit statique, on peut l'appliquer à un système rotatif, avec notamment la dynamique des rotors. On va tout simplement créer ce qu'on appelle le diagramme de Campbell. On va prendre en compte eh bien, les effets gyroscopiques, les effets de rotation, l'évolution aussi de rigidité des paliers ou d'amortissement des paliers en fonction de leur rotation. Donc au niveau de ces paliers-là, justement, on va se poser la question, c'est quoi les rigidités? Au niveau de mes paliers ici hydrodynamiques, on a un outil basé sur les équations ici du film d'huile qui vont permettre de reproduire de manière extrêmement rapide le comportement du film d'huile et donc les capacités de charge de notre palier hydrodynamique. Donc selon la vitesse à laquelle je tourne, le palier ne va pas pouvoir encaisser les mêmes efforts. Donc ça, on va être capable de le reproduire. Donc c'est vraiment ce couplage élément fini et hydrodynamique. Ensuite, une fois que notre système il est fonctionnel, on a d'autres problématiques qui arrivent, notamment les problématiques de vibration. Donc, en général, ceux-là ils sont liés à des quand la géométrie est bien faite, c'est pas un problème de géométrie, c'est un problème de déformation, par exemple des dents, de déformation des axes, c'est un problème de jeu. Et puis tout va se mettre à être en contact avec des normales non anticipées. Et donc, on va avoir par exemple une excitation du système qu'on va pouvoir capter. Je mets ici un accéléromètre virtuel. Je regarde comment cet accéléromètre vibre et je vais pouvoir regarder mes différentes fréquences propres, modes propres, mes différentes excitations derrière. Et je vais pouvoir regarder au niveau de mes dents où se situe la pression de contact. Si elle est bien centrée, je vais avoir très peu d'usure. Si j'ai une pression de contact qui est quasiment sur une ligne, quasiment linéique, ou sur les bords de ma dent, donc elle va être très concentrée à un endroit, je vais avoir des pressions de contact donc plus élevées, et donc un risque d'usure prématurée plus élevé. Donc tout ça, on peut le reproduire. Donc au-delà de la vibration telle quelle, on peut aussi se poser la question de l'acoustique. Comment est-ce qu'on va percevoir le bruit? Donc l'idée, c'est de rajouter une sphère autour de notre système. Ça peut être la boîte de vitesse de tout à l'heure, ça peut être une pompe, ça peut être ici une montre à sonnerie telle qu'on l'a représentée. Et dans cette sphère, il y a des éléments fluidiques qui vont amener les vibrations des différents composants mécaniques jusqu'à un micro virtuel. Et donc on va pouvoir regarder l'amplitude en fonction de la fréquence, telle qu'on le voit ici, mais aussi comment ça s'estompe dans le temps. Donc là, par exemple, on a le temps, on a la fréquence vers le haut, plus c'est rouge, plus l'amplitude est grande. Et on va voir que l'amplitude, elle s'estompe essentiellement à travers le temps pour les plus grandes fréquences. C'est normal, la fréquence est plus élevée, donc il y a plus de cycles de dissipation, et donc on va estomper les hautes fréquences plus rapidement, et c'est le son grave qui va persister dans le temps. Donc tout ça, ça va nous permettre de comparer les modèles entre eux, d'avoir une vision plus acoustique du système. On peut d'ailleurs convertir ces signaux avec le filtre de l'oreille humaine, c'est-à-dire que l'oreille humaine, elle n'entend pas les graves et les aigus de la même manière. Donc le logiciel va pouvoir réduire, par exemple, les fréquences les plus élevées et les fréquences les plus graves en termes d'amplitude pour avoir une amplitude perçue et pas uniquement une amplitude théorique ou numérique. Une fois qu'on a réalisé cela, on peut faire ce qu'on appelle du traitement du signal. On a toute une série d'outils psychoacoustiques. Donc nous, on son qui est strident, on sait ce que c'est, hein, mais Ansys, il sait ce que c'est avec des algorithmes. C'est-à-dire que d'un point de vue algorithmique, il peut dire c'est strident 8 sur 10, par exemple. Pareil pour un son rugueux, quelque chose qui aurait tendance à faire un
quelque chose comme ça. Donc là, il y a aussi une équation mathématique qui définit qu'est-ce que c'est un son rugueux. Et ça permet de rationaliser un petit peu les caractéristiques du son derrière. Donc ça, c'est des outils qui s'utilisent à la fois sur des résultats de simulation numérique, mais aussi tout simplement sur des mesures qui ont été effectuées. Hein. Ce n'est pas uniquement basé sur la simulation numérique. C'est un outil de traitement du signal sonore qui est à la fois pour la simulation et les mesures. Maintenant, je vais passer à la dynamique non linéaire. Donc là, on va aborder toute une série d'animations dynamiques, les crash tests de voitures. Ici, des chutes de composants aussi complexes qu'ils puissent être. Là, sur la perceuse visseuse, on va avoir toute une série de composants à l'intérieur, les moteurs, les rouages, etc. On va pouvoir voir comment se comportent les systèmes et voir où est-ce qu'il y a risque de rupture. Donc souvent réaliser un moule pour ce type de manche, ça coûte assez cher, donc ça vaut le coup de faire d'abord plusieurs itérations par simulation avant de réaliser le moule et essayer d'avoir un design qui est fonctionnel dès le premier test de chute. Donc on va pouvoir comme ça rajouter, rigidifier les composants là où il faut ou enlever de la masse là où il le faut. Au niveau de notre cycliste, ici, ce qui est intéressant, c'est pas la tenue du casque en soi, c'est surtout l'accélération perçue par le cycliste. Donc, on va pouvoir mesurer cela par simulation numérique. Donc ça, ce sont des simulations de temps très court, auxquelles il se passe beaucoup de choses. Il y a des outils dédiés, j'évoquais les ANA tout à l'heure, donc là, c'est notamment l'outil qui a été utilisé ici. Dès qu'on veut travailler sur la fabrication et des déformations plastiques extrêmement complexes, c'est aussi un outil qui il y a plusieurs fonctionnalités, on peut le faire aussi en statique, mais là l'avantage c'est de le traiter avec des outils dynamiques pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la simulation et vraiment prendre en compte toute la complexité des phénomènes en jeu. Dès qu'on va avoir un mécanisme, ça peut être un robot, regarder quels sont les couples requis pour déplacer notre robot ou quelle est la dynamique du robot pour tel couple en entrée, on va se rendre compte qu'on va avoir quelque chose qui va être très lisse. Il faut apprendre à servir un robot pour avoir une courbe à la fin qui est lisse, parce que les inerties en jeu, les déformations, etc. Vont faire qu'on va avoir des comportements un peu vibratoires s'il n'est pas bien asservi. Donc il y a plein de choses à apprendre là-dessus. Si j'ai un système dynamique auquel il y a ici comme une aiguille, bien en retour, donc on va regarder le temps de stabilisation, les forces au niveau des boutons poussoirs, donc vraiment pour l'ergonomie du système et bien assurer la fonction et le confort pour l'utilisateur. Tout ce qui va être automobile, de regarder ici le comportement des tests standards par exemple, au niveau des amortisseurs et on pourrait rajouter la colonne de direction aussi dessus. Donc tout ce qui est accélération, vitesse, force, moment de réaction, champ de contraintes dû aux accélérations, tout ça, on va l'obtenir. Est-ce qu'on va pas avoir des rebonds? Est-ce qu'on va pas avoir un blocage du système? C'est à peu près les questions que l'on se pose et auxquelles on a les réponses à travers les simulations. Dès qu'on a de la transmission de puissance, tout est possible, les engrenages, les courroies, les chaînes. On a des outils aussi pour simplifier la modélisation des courroies, par exemple aussi d'une chaîne. Ça serait même ANSYS qui trace tout seul la chaîne. On lui dit par quel rouage ça doit passer et il va créer les éléments chaîne par ces rouages-là, mettre en place la précontrainte et on va avoir des calculs extrêmement précis mais aussi extrêmement rapides grâce à cette modélisation simplifiée. On peut même prendre en compte l'influence de la flexibilité des dents au niveau des rouages. Euh, donc ça va avoir une importance au niveau du rendement, par exemple. Donc dès qu'on va avoir des structures gonflables ou extrêmement souples, il y a là aussi la possibilité de traiter cela avec ANSYS. Ça peut être des airbags, du pliage par exemple ici, comment est-ce que l'airbag est plié avant d'être mis dans le volant ou dans la portière, ça dépend quel type d'airbag c'est, jusqu'à son déploiement qu'on va avoir ici sur la fin. J'attends d'abord la mise en place de l'airbag. L'airbag qui se déplie, en même temps il se déplie en bas. On a des mannequins qu'on peut ramener. Les mannequins, il y en a plusieurs. Il y a le mannequin taille standard, il y a le mannequin de taille plus grand, taille mannequin enfant, le mannequin en surpoids. Donc comme ça, on a la possibilité d'avoir toutes les morphologies, de faire en sorte que n'importe quel occupant du véhicule soit en sécurité.
Et puis tout ce qui est gonflable, c'est pas uniquement pour l'automobile, ça peut être comme ici dans une artère, donc pour du médical, ça peut être pour des structures porteuses. On peut imaginer tout ce que l'on souhaite, euh, une tente, etc. Donc il y a beaucoup de cas d'application là-dessus. Dès qu'on est sur du multicore au sens particule du terme cette fois-ci, donc par exemple pour tout ce qui va être fabrication ou usine qui va utiliser des tapis roulants, ça peut être pour des carrières, ça peut être pour du pharmaceutique, je ne sais pas quel autre encore cas d'application pour y avoir en tête. Donc de regarder déjà est-ce que notre système fonctionne bien, est-ce qu'on n'a pas des pertes au niveau des particules, est-ce qu'on n'a pas ici pas mal de pertes sur tapis roulant qui tomberaient juste à côté. Donc c'est pas, il va falloir tourner beaucoup plus, ça va prendre plus de temps. Quels sont les efforts en jeu? On va pouvoir aussi considérer si c'est des fibres ou du textile, le taux de compression pour regarder à peu près le volume que ça va occuper à la fin, les forces qui étaient requises aussi pour pouvoir compresser. Donc c'est vraiment toute une série d'applications qui sont extrêmement variées. On peut même rajouter là-dessus du couplage avec de la fluidique, parce que finalement on verrait comme des particules d'eau, pour regarder un écoulement dans lequel il y aurait ce type ici de grosses particules. Donc dès qu'on a petites particules, grosses particules, il y a plein d'outils qui sont dédiés là-dessus, avec toute l'algorithmie qui est faite pour que ça aille extrêmement rapidement aux résultats qui nous intéressent. Voilà, maintenant je vais faire le lien avec la multiphysique. On a parlé de la partie structurelle. Maintenant, si vous avez une simulation qui est thermique, parce qu'il y a de l'échauffement, parce qu'il y a de la radiation qui vient, parce que c'est dans un four, parce que c'est un moteur qui chauffe à côté, vous allez pouvoir regarder les champs de température finaux. Donc la température selon les propriétés euh, de, du matériau va mener à des différences de température sur le haut, sur le bas, qui vont eux-mêmes mener à des déformations et des contraintes dites thermiques dans le système. Donc c'est là où on va prendre les champs de température, regarder les flux de chaleur, où est-ce que les transitions de flux sont les plus conséquentes. Donc c'est là où on va avoir ensuite, en termes de déformation, le risque de sollicitation structurelle les plus conséquentes. Donc on peut avoir ici un couplage simple, j'ai un champ thermique et je regarde l'influence sur la structure, ou alors j'ai un couplage même qui est bidirectionnel. Imaginons qu'à cause de la thermique, je vais avoir un contact structurellement qui va se fermer par dilatation. Comme ce contact se ferme, j'ai un nouveau flux de chaleur. Donc là, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est un couplage complet, puisque la thermique influence la structure qui elle-même influence la thermique. Donc tout ça, c'est possible. En termes de couplage, on peut coupler aussi avec l'électromagnétisme. On se dire, je prends un moteur, j'applique les équations de Maxwell, j'en ressors des forces que je vais utiliser pour de la dynamique. Sur la dynamique, je vais voir du vibratoire là-dessus. Je vais l'amener sur un bloc acoustique pour voir comment je vais percevoir ce son-là. Et ensuite, je vais travailler sur la psychoacoustique. Puis là, comme ça, on a une véritable chaîne. Et dans l'outil 1.6, on a les blocs qui vont se succéder et on va réutiliser le résultat du bloc physique précédent vers le nouveau bloc. Donc ça permet comme ça de capitaliser chacune des simulations, pas tout faire d'un coup, on y va étape par étape et on réutilise les résultats existants. On ajoute à chaque fois une pièce à notre puzzle. Des questions, je vois qu'il y en a plusieurs ici, c'est ce que je regarde en parallèle. Je vais prendre du temps pour y répondre sur la fin. Alors, je continue maintenant avec les composants électroniques. Donc, la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir ici la rupture des points de soudure au niveau des circuits électroniques, des circuits imprimés. Donc là, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. C'est déjà de demander quelle est la quantité de joules, l'ampérage qui va passer à travers ces circuits. On est capable d'en tirer de cela la puissance thermique générée par le circuit imprimé. Donc ça va chauffer. Comme ça va chauffer, on va pouvoir en sortir les températures partout dans le circuit imprimé. Et ensuite de faire une analyse structurelle pour regarder où est-ce que les contraintes vont être les plus élevées. Rajouter des cas de charge qui font sens et ensuite pouvoir conclure grâce aux fonctionnalités fatigue sur la durée de vie du système
électronique. Autre cas d'application complètement différent cette fois-ci, si vous avez une structure qui est submergée, donc dans de l'eau, eh bien, il y a toute une série d'options qui est là pour aider à caractériser les cas de charge. Donc avec les vagues par exemple, donc il y a plusieurs niveaux de sollicitation en tempête, etc. Donc il y a toute une série de paramètres à mettre en place là-dessus, qui est de la théorie standard pour ce cas d'application. Hein. Donc pour ceux qui connaissent les rigidités mooring par exemple, donc on va pouvoir en ressortir eh bien, les forces requises par exemple au niveau des points d'ancrage, etc. Enfin, on va regarder tout ce qui est effet piézoélectrique. Donc quand j'ai un signal électrique, qu'est-ce que ça va faire d'un point de vue structurel? Quand j'ai une déformation structurelle, quelle implication ça a sur mon voltage? Donc c'est dans les deux sens. Et donc on va pouvoir tout simplement dans l'interface standard d'un 6 rajouter ici toutes ces caractéristiques piézoélectriques. Donc tout cela, on va pouvoir ensuite le paramétrer, donc réaliser des études de sensibilité, c'est-à-dire qu'on crée plein de paramètres, ça peut être une géométrie, l'épaisseur, le rayon, etc. Et le logiciel va nous donner comme information, OK, en output, ce qui m'intéresse, c'était peut-être la contrainte, je veux la minimiser, qu'est-ce qui a la plus grande influence sur ma contrainte? Est-ce que c'est tel rayon ou est-ce que c'est le module de Young ou est-ce que c'est ici la vitesse avec laquelle j'ai mis en place ma condition limite? Certains vont avoir une influence positive, quand j'augmente le paramètre, ça augmente la valeur. D'autres vont avoir une influence négative, quand je réduis le paramètre, ça va augmenter l'output. Donc ça nous permet comme ça d'avoir une vue sur la sensibilité, quel est le paramètre le plus important à contrôler. Ensuite, on peut automatiser la recherche d'optimisation, d'optimum. Donc on dit au logiciel, je veux telle valeur max pour la contrainte, telle courbe cible par exemple, et c'est le logiciel sur la base des paramètres créés qui va nous adapter la géométrie, et donc il va passer tout seul de cette géométrie initiale à ici cette géométrie finale, qui remplit le cahier des charges. Enfin, on peut étudier comme ça la robustesse, donner pour chacun des paramètres la variation attendue, et donc faire une analyse, par exemple 6 sigma. Si j'ai un output à assurer, avec toutes les variations que j'ai, quelle est la probabilité que mon cahier des charges soit satisfait? Si je dois être ici entre 1400 et 1600 comme output, eh bien, quel est le pourcentage de composants pour lequel je n'aurai pas cette fenêtre de cette valeur output? Donc il va me dire peut-être que 10% des valeurs, des composants devront être mis au rebut, basés sur les statistiques de variation de tolérance en fabrication ou en matériaux. Et puis tout ce qui est paramétrisation, ça se fait au sein d'ANSYS, mais pas que. Hein. Si vous avez des boucles, si vous devez appeler d'autres outils, ça peut être du MATLAB, ça peut être du Excel, etc. On peut incorporer cela, créer ici des boucles de recherche pour l'optimisation et travailler là-dessus. Voilà, donc maintenant je vais clore la présentation et passer aux questions. Donc, je pense que vous avez tous vu un petit peu les enjeux. C'est contrôler le plus possible au niveau du produit, en termes de bien comprendre les phénomènes physiques et donc d'améliorer la performance du produit, mais aussi pour l'entreprise, pas juste d'être meilleur pour le produit, mais d'arriver au produit final et performant de manière plus rapide et à moindre coût. Donc vous savez les besoins que vous avez. Nous, on sait ce qui est simple à faire, ce qui est plus complexe. Et quand on confronte les deux, on va pouvoir identifier eh bien, les zones sur lesquelles on est à la fois meilleur pour le développement du produit, mais aussi moins cher et plus rapide. L'idée, c'est toujours de discuter et qu'on aille plus loin ensemble sur vos besoins. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site internet, toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis, vous avez ici les points de contact pour bien discuter de chacune des problématiques que vous avez. C'est vraiment, comme je disais au début, notre vocation de parler de votre problématique propre à vous. Donc, utilisez ça, utilisez-nous pour qu'on puisse identifier ce qui est le mieux pour vos besoins. Voilà. C'est chouette, il y avait plein de questions. Merci pour l'intérêt. J'en vois pas d'autres. N'hésitez pas, comme je disais, à nous contacter, à poser ces questions-là pour avoir une réponse plus pragmatique, plus liée à votre problématique au support@4fin.ch, support@4fin.fr. Si vous utilisez les liens qui sont
ici, ça c'est les adresses pour les informations plus commerciales, mais dans tous les cas, vous serez redirigé vers le support si c'est une question technique. Donc sollicitez-nous et puis au plaisir de discuter de vos problématiques pour, j'espère, la solution qui répondra à ces besoins-là. Voilà. Merci encore à vous et à une prochaine fois. Au revoir.